Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Yann Cucherat, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien adjoint de sport, ancien candidat à la mairie de Lyon. Vous êtes aujourd'hui président du groupe d'opposition au conseil municipal. On sait que vous êtes proche de Gérard Collomb. Un mot d'abord sur lui. Il a annoncé vendredi être atteint d'un cancer de l'estomac et qu'il allait lutter contre cette maladie. Avez-vous eu des nouvelles depuis ? Oui, bien sûr, j'ai des nouvelles régulières de Gérard Collomb. Nous sommes évidemment très proches. On est tous affectés par la maladie qu'il vient de contracter, qu'il vient de découvrir. Et comme on l'a été dans les précédentes batailles avec lui, on sera à ses côtés aujourd'hui pour l'aider à franchir aussi cette bataille-là, qu'il va devoir vaincre par lui-même, avec son entourage et puis ses amis dont on fait partie. Allez, on s'associe à vous pour lui souhaiter Merci. beaucoup de courage. Un mot revient sur l'actualité politique. Grégory Doucet, le maire de Lyon, hier, a annoncé qu'il envisageait une hausse d'impôts pour faire face au coût de l'énergie. Est-ce que c'est une solution que vous pourriez soutenir ? Il est certain qu'on ne soutiendra pas cette solution. Je remercie Grégory Doucet d'avoir créé un groupe transpartisan pour parler des problématiques énergétiques et notamment trouver des moyens d'être plus sobres dans nos dépenses pour faire face à cette crise actuelle. Donc on va essayer d'être force de proposition et de l'accompagner, mais il est hors de question d'augmenter les impôts des Lyonnais. Depuis le début de ce mandat, on crie gare auprès de la nouvelle majorité sur leur capacité à investir très largement sans faire de choix et donc de contracter des emprunts conséquents. On les critique sur leur recrutement assez colossaux qui finalement vont aussi l'aggraver les coûts de fonctionnement de la ville. On essaye justement d'avoir une politique équilibrée et de tirer la sonnette d'alarme pour justement faire face à ce type de problématiques. Je me souviens sur le mandat précédent, nous devions faire 40 millions d'euros d'économies par rapport aux marges de manœuvre que les dotations de l'État en baisse nous imposaient de réaliser. Et donc il fallait faire des choix. Au début de ce mandat, les finances de la ville étaient saines et donc ils ont trouvé plus logique pour eux de ne pas faire de choix, d'investir largement, d'endetter la ville, de recruter massivement. Je pense que ça sera forcément au détriment des Lyonnais. Alors leur discours, c'était aussi de dire qu'il y avait une dette patrimoniale sur les bâtiments, notamment municipaux, qui ne sont pas correctement isolés. Quand on voit la crise de l'énergie aujourd'hui, on se dit qu'ils n'ont peut-être pas tort et qu'effectivement, ça vaut le coup d'investir massivement, de s'endetter pour que enfin tous les bâtiments municipaux soient correctement isolés et ne dépensent pas de l'énergie gratuitement. La première chose quand on est au pouvoir, c'est que l'argent public dont on dispose, c'est pas le nôtre. Et je ne ferai pas avec l'argent public ce que je ne fais pas avec le mien. Donc je ne vais pas dépenser ce que je n'ai pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le patrimoine et la dette patrimoniale en termes de bâtiments énergivores, beaucoup de choses avaient été lancées avec EcoRénov, notamment sur les mandats précédents, pour essayer de pallier justement à ces problèmes énergétiques. Et je reconnais qu'il y avait un certain nombre de bâtiments qu'il fallait rénover. Mais il faut toujours faire des choix. C'est-à-dire soit on rénove, soit on en construit des nouveaux. L'idée était de trouver un juste équilibre puisque la densification de la ville est de plus en plus conséquente, les services publics sont de plus en plus sollicités, les gymnases, les écoles, les lieux culturels. Donc comment trouver un juste équilibre ? C'est ça, porter une politique équilibrée. Et c'est ce que les Verts n'ont pas fait depuis ce début de ce mandat, c'est-à-dire qu'on fait tout. On investit, on recrute, et c'est au détriment encore des finances de la ville. Et aujourd'hui, quand il faut faire des choix, on va voir si vraiment ils sont à la hauteur de la tâche. Vous dites gérer la ville comme chez soi, mais les Lyonnais mettent souvent du double vitrage justement pour baisser la facture d'énergie. Est-ce que ce ne serait pas cohérent de enfin mettre du double vitrage sur tous les bâtiments municipaux ? Bien sûr, sur tous les bâtiments Quitte à ce qu'il faille emprunter au départ pour le faire, on sait qu'on s'y retrouve dans le temps. Mais oui, on s'y retrouve dans le temps, mais de manière équilibrée. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider de rénover tous les bâtiments et de ne pas en construire des nouveaux. Ce ne serait pas une politique publique adaptée. Donc cette nuance, pour moi, elle est importante quand on porte des politiques publiques et quand on est au pouvoir, on ne peut pas dire « après moi le déluge ». Ils étaient contents d'arriver au pouvoir avec une ville et une santé financière solide, qui leur ont permis justement d'absorber la crise du Covid et les impacts financiers qu'il y a eu sur ce territoire de manière équilibrée, sans endetter plus fortement la ville. Il faut aussi se prémunir des autres crises qui peuvent arriver, comme celle notamment avec l'énergie aujourd'hui. Conseil municipal qui arrive cette semaine, quel sujet allez-vous porter
Sur quel sujet allez-vous porter le fer, l'opposition? Il y a beaucoup de sujets qui vont être effectivement sur la table sur ce conseil municipal. Il y aura forcément des enjeux de sécurité sur lesquels on va revenir. Je trouve c'est inadmissible finalement que les Lyonnais soient pris en otage dans la guerre entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon. Quand le ministre de l'Intérieur vient ici, le maire se doit d'être à ses côtés, même s'ils ne sont pas du même bord politique. Ils doivent essayer de se coordonner, et d'autant plus quand le maire ne réussit pas à répondre à ces enjeux de sécurité publique. Donc il faut accepter les mains qui sont tendues, qu'elles viennent de l'État, qu'elles viennent de la région, qu'elles viennent de l'opposition. Je pense que sur ces sujets-là, c'est ensemble qu'on fait corps et qu'on réussit à apporter des réponses. En matière de modèle, il y a une nouvelle illustration des différences que vous pouvez avoir, c'est Bruno Bernard, qui était notre invité la semaine dernière, qui a redit que pour lui, l'agglomération n'était pas faite pour accueillir indéfiniment 15 000 nouvelles personnes chaque année, qu'il fallait un projet d'aménagement du territoire cohérent dans la région pour mieux équilibrer le développement avec Saint-Étienne, avec Roanne, avec les autres petites villes, plutôt que de tout concentrer dans l'agglomération lyonnaise, qu'il était temps de miser sur la qualité de vie plutôt que l'attractivité. C'est une politique à laquelle vous résolvez? Aucunement. Très clairement, ils sont contre la densification, c'est ce que vous êtes en train de décrire, et prônent d'une certaine manière l'étalement urbain, qui va à l'encontre des politiques publiques qu'ils souhaitent porter, dans leur ADN normalement d'écologistes, puisque plus les gens habitent loin, et plus ils sont obligés de prendre les voitures pour venir rejoindre la métropole ou le centre-ville. Parce qu'il faut de l'activité, y compris à Saint-Étienne, pour redensifier le cœur de Saint-Étienne, où on peut le faire sans justement artificialiser. Mais quand justement on a une métropole puissante qui est en concurrence avec toutes les grandes métropoles européennes, il est très important qu'elle reste attractive, qu'elle accueille des entreprises qui veuillent y installer leurs sièges sociaux. C'est important pour la dynamique de cette ville. C'est ce qui permet demain d'avoir de l'emploi, que les gens puissent payer leur loyer, s'acheter à manger. Sauf que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne renvoie pas cette image d'une ville qui souhaite accueillir les grands groupes ici. Quand des grandes sociétés s'installent, c'est des carnets de commandes pour toutes les professions, pour les artisans. C'est ce qui petit à petit est en train de se dégrader. Et ce que je regrette, c'est que les Lyonnais ne s'en aperçoivent pas. Les promesses tenues par les deux nouvelles majorités à la ville et à la métropole sont finalement en train de rabaisser Lyon, de la rendre moins attractive. Les gens ont moins envie de s'y installer. Et la preuve, 38 classes ont été fermées à cette rentrée. Les gens vont un peu plus loin parce que le coût de l'immobilier est en train d'augmenter parce qu'on ne construit pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va en deuxième couronne s'installer. Les transports en commun n'existant pas, on prend sa voiture et on pollue encore plus cette ville. C'est tout à l'encontre des politiques publiques qu'ils souhaitent mener normalement. Alors, en matière de construction, il y a une semaine dédiée au logement social qui commence la semaine prochaine. Ils reconnaissent, Renaud Père est le premier à reconnaître qu'il y a une vraie difficulté sur la construction privée. Par contre, ils sont une volonté d'être offensifs sur le logement social, d'augmenter les parts de logements sociaux dans tous les programmes, aussi de bloquer les loyers pour éviter une inflation. Est-ce que de ce point de vue-là, ils vont dans la bonne direction? Je ne trouve pas, très clairement. L'encadrement des loyers, que ce soit à Paris ou à Lille, on a bien vu que ça n'avait pas porté ses fruits. Et quand on parle de logements sociaux, ils s'étaient engagés à en créer 6 000 par an. Ils en sont, je crois, un peu moins de la moitié aujourd'hui. Ils ont rabaissé à 5 000 en 2025. Je ne suis pas certain qu'ils arriveront à tenir les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Et en plus de ça, c'est qu'on ne construit pas des nouveaux logements. On en achète des existants et on les transforme, on les reconvertit en logements sociaux. Donc là encore, quand on ne construit pas, on crée des biens il y a des appartements qui sont de plus en plus rares, donc on fait augmenter les prix et c'est ce qui se retrouve malheureusement au détriment des Lyonnais. Allez, avant de vous quitter, un dernier mot sur vos activités professionnelles. Vous êtes engagé auprès de la performance pour des sportifs nationaux en préparation des Jeux Olympiques. On a l'impression que le milieu du sport est un peu en ébullition en cette rentrée, avec des polémiques un peu dans toutes les fédérations. Est-ce que vous, à votre place, vous avez un rôle pour peut-être moraliser un peu, les inciter à être un peu plus responsables, exemplaires? On pense par exemple aux cyclistes, à la fédération cycliste qui a envoyé les hommes en première classe, les femmes en seconde classe à une compétition récemment. C'est vrai que cet exemple qui s'est passé durant ce week-end a créé la polémique et à juste titre. Je ne comprends pas que les hommes et les femmes puissent avoir des classes dans des avions ou dans des trains différentes. Je le reconnais volontiers.
la place qui est la mienne aujourd'hui dans le sport français est surtout d'accompagner les athlètes et les entraîneurs, ceux qui sont exemplaires, ceux qui tous les jours travaillent pour essayer d'atteindre des objectifs forts, pour faire rayonner la France. Vraiment, mon activité se centre autour d'eux pour les mettre dans les meilleures conditions de réussite en vue de Paris 2024, de Milan 2026, Los Angeles 2028. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. J'essaye de le faire intelligemment avec tous les acteurs, avec tout l'écosystème du sport, du comité olympique, du ministère des Sports, des différents établissements et tous les responsables, mais vraiment avec une seule volonté d'accompagner ces nombreux sportifs, cette majorité de sportifs exemplaires qui fait briller les yeux des enfants chaque fois qu'ils sont sur une compétition, les week-ends ou lors des grandes Olympiades, des Paralympiades. Et en tant que ancien sportif de haut niveau, quand vous voyez le questionnement de certains athlètes, joueurs de foot par rapport à la Coupe du Monde du Qatar, est-ce que vous souhaiteriez que certains footballeurs n'y aillent pas pour manifester leur opposition à l'organisation d'une compétition dans ces conditions? Mais j'aimerais que beaucoup plus de footballeurs prennent la parole pour expliquer qu'ils sont contre une Coupe du Monde qui se jouerait au Qatar. Maintenant, il ne faut pas les prendre en otage non plus. Pour la majorité, ils travaillent depuis des années et des années pour aller sur cette compétition, briller. C'est pour eux, pour beaucoup d'entre eux, l'apogée de leur carrière. Ils n'ont pas à être responsables d'une décision politique qui incombe à la FIFA. C'est la FIFA qui est en tort avec ses administrateurs qui n'auraient jamais dû accorder cette Coupe du Monde au Qatar, qui est tout sauf exemplaire en matière d'enjeux environnementaux, et dans le contexte que nous traversons, c'est inadmissible. Yann Cucherat, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.